Alors, nous allons pouvoir commencer. Je vous remercie de nous avoir rejoints. À la suite de ce qui avait été présenté par Jacques, nous allons fouiller un petit peu plus la feuille de route d'Ursula von der Leyen. Alors, évidemment, moi, je ne vais pas vous expliquer tout. Nous allons pouvoir en discuter très librement. Mais on va pouvoir le passer en détail puisqu'on a eu des documents qui sont maintenant un petit peu plus formalisés sur cette feuille de route. Cependant, en introduction et pour les quelques membres du mouvement européen qui sont présents, je voulais aussi faire une petite introduction euh, euh, sur les universités d'automne qui se sont tenues à Sceaux cette année. Alors, ça se tenait du 15 au 17 novembre et il y avait un peu plus de 200 participants. Et une chose un petit peu nouvelle dans ces universités d'automne, c'est qu'il y a eu un nombre d'ateliers qui était inhabituel par rapport à ce qui se faisait d'habitude. On a beaucoup, enfin, le président a voulu absolument que les gens soient dans le cadre d'une université et donc a multiplié les occasions de travailler autour de sujets euh, que je vais effleurer très rapidement, mais parce que ça n'est pas le but de notre conférence, débat de ce soir, mais il n'empêche. Alors, premier élément que le président a souligné, ça a fait l'objet d'ailleurs d'un atelier, il a fait tout un historique sur le mouvement européen et il a rappelé que le mouvement européen se décomposait, était né en 48 et que son inspiration d'origine était une inspiration de, de fédéraliste. Dès l'origine, c'était marqué dans la constitution de ce mouvement que c'était un mouvement fédéraliste. Alors ça s'est continué dans l'Europe du Nord, mais en France, évidemment, notre tentation jacobine a fait que on a récupéré ça à notre sauce et on a gommé un petit peu l'aspect fédéraliste. Mais ça ressort, par exemple, si on fait la comparaison entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire entre la composition du mouvement européen en France et la composition du mouvement européen en Allemagne. En France, ce mouvement européen, il est composé d'abord et avant tout d'adhérents physiques, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, un peu plus de près de 3000 adhérents physiques, et d'une trentaine d'associations partenaires. D'ailleurs, l'Institut Jacques Delors vient de rejoindre cette année le mouvement européen. Il n'en faisait pas encore partie et vient de rejoindre le mouvement européen comme association membre. Ce qui était l'objectif du mouvement européen à l'origine, c'était de fédérer, d'être une tête de réseau de tous les mouvements pro-européens. Donc je disais comparaison par rapport à l'Allemagne. Eh bien, en Allemagne, en regard des 30 associations partenaires que nous avons en France, et bien en Allemagne, ça représente 250 associations qui sont partenaires. Et à contrario, il n'y a quasiment aucun adhérent physique. Par contre, dans les associations qui sont membres du mouvement européen Allemagne, vous allez trouver la quasi-totalité des partis politiques, la totalité des organisations syndicales, l'association des dentistes, ou des chirurgiens ou des bouchers, etc. Donc, c'est une association qui est beaucoup plus sociétale que chez nous. Donc, c'est vraiment un mode assez différent. Voilà. Et donc, ce que notre président voudrait, ce serait pas gommer les adhérents, bien entendu, mais ce serait que nous étendions le mouvement en rapprochant de nous un certain nombre d'associations dont l'objectif est la vie de la société. Évidemment, pas forcément les gens qui jouent au tennis de table ou les gens qui ont piscine, mais des gens dont c'est l'objet de réfléchir, des think tanks, etc., de façon à étoffer encore l'idée européenne. Alors, petit détail, le mouvement européen international
son président est Guy Verhofstadt. Donc Guy Verhofstadt, qui est l'ancien Premier ministre belge, qui a été Premier ministre de 99 à 2008, donc pas une petite période, et puis qui a été ensuite député européen. Et comme il dit, j'ai pris ma pension. Et donc maintenant qu'il a pris sa pension, il est président du mouvement européen international. Voilà, ça c'était un petit rappel. Deuxième rappel et deuxième point sur lequel le président a insisté, comme vous l'aurez deviné, c'est le fédéralisme. C'est-à-dire que euh, Hervé Maurice a expliqué que le fédéralisme, ça voulait pas dire qu'on perdait son pouvoir. D'ailleurs, on est dans certains cas fédéralistes sans le savoir, et que en fait le fédéralisme s'oppose à l'État unitaire. Donc, des États fédérés, il y en a beaucoup qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, à la différence de notre pays qui est extrêmement centralisé, sachant qu'un des premiers historiquement à avoir été fédéré, bon, je mets un peu à part la Suisse, mais ce sont les États-Unis qui sont passés de confédération à comment, fédération. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fédération? Ben, c'est une superposition de compétences. C'est un petit peu l'Union européenne d'ailleurs, hein. Sans le savoir, l'Union européenne est fédéraliste d'une certaine façon, puisque les compétences étatiques sont réparties entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des États fédérés. Voilà, après. Le principe d'autonomie, chaque ordre de gouvernement est autonome ou souverain dans son domaine de juridiction. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui cloche par rapport à ça. Et puis, le principe de participation, les États, les entités fédérées sont représentées et participent aux décisions fédérales prises, souvent par le bicamérisme au niveau de l'État fédéral. Voilà. L'une des chambres représente alors les États fédérés, tandis que l'autre chambre représente le peuple dans son entier. Alors, aujourd'hui, bah, des États fédérés, il y en a un certain nombre. Les USA, je vous l'ai dit, la Suisse, par ordre d'arrivée dans le temps, l'Argentine, le Mexique, le Venezuela. Il y a eu tout un courant en Amérique du Sud pour imiter un petit peu les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Brésil, l'Australie, l'Allemagne, l'Inde, l'Autriche, la Belgique, la Russie, la Bosnie, hein, puisque la Russie, ce sont bien c'est la Fédération de Russie, hein, voilà. Donc, et puis il y en a d'autres, des plus petits, etc. Voilà. Donc, euh, Hervé Maurice souhaitait remettre en perspective cet aspect-là, de façon à ce qu'on arrête d'agiter l'épouvantail de on n'est pas fédéraliste, etc. Si on l'est ou on peut l'être sans pour autant renoncer à notre souveraineté locale. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin sur les ateliers. Je publierai au fil de l'eau les reportages que j'ai pu faire pendant ces universités d'été, mais je voulais d'automne, pardon, mais je voulais quand même faire un petit passage à ce niveau-là. Donc, on va continuer notre exposé. Je reviens sur le tableau que je vous ai présenté ici, que vous voyez certainement maintenant. Voilà. Et puis, on va aller revenir très rapidement sur les élections européennes. Euh, Si vous n'êtes pas daltonien, vous remarquez quand même la prééminence euh, de la couleur bleue, ce qui veut dire qu'effectivement, le Parlement européen s'est élargi du côté de la droite. Alors que ce soit de la droite extrême ou de la droite modérée, euh, ça va jusqu'au jaune qui représente Renew, donc les sociaux, on va dire sociaux-démocrates. Voilà. Enfin, sociaux-démocrate, je viens de dire une ânerie. Jacques pourrait me reprendre, puisque socialistes et démocrates sont plutôt ce qu'on appelle la gauche chez nous. Enfin, les socialistes. Voilà. Bon, ça pour rappeler un petit peu la couleur de ce Parlement, de ce nouveau Parlement, et expliquer un petit peu toute la suite. Alors, le contexte, c'est quoi? Bah, c'est le contexte des montées des droites. Jacques en a parlé
lors de plusieurs conférences débats qu'il a tenues, c'est-à-dire que un certain nombre de décisions qui ne sont pas prises ou mal comprises par les citoyens font que, eh bien, elles se réfugient soit sur l'extrême gauche, soit sur l'extrême droite, parce que les partis de gouvernement qui sont plutôt au centre, eh bien, ne prennent pas, selon eux, les décisions qui vont bien, et ce qui explique partout en Europe soit enfin, la montée des droites, soit par peur, soit par agacement de renoncement à des décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Le deuxième élément du contexte, ben, c'est l'immigration. Il est clair que, et par les différentiels économiques qui s'appliquent de plus en plus entre pays riches et pays pauvres, et par les éléments du dérèglement climatique, eh bien, l'immigration a tendance à augmenter. Il y a un troisième facteur, et ça Jacques l'a souligné à plusieurs reprises, c'est que l'Europe est une population qui est en vieillissement accéléré, et donc ça joue l'attractivité, enfin ça renforce l'attractivité de l'Europe pour les gens qui gravitent autour de l'Europe, hein, c'est clair, hein, puisque des opportunités théoriques d'emploi et donc de revenus sont offertes à des gens qui crèvent la dalle dans leur pays et puis ça n'est pas en train de s'arranger. Alors, troisième élément du contexte, bah, l'agression de l'Ukraine. Ah oui, si, sur l'immigration, quand même, je voudrais dire aussi que euh, tout l'aspect immigration a été monté en épingle par des journalistes peu scrupuleux qui ont entretenu un flou très artistique entre l'immigration légale, les réfugiés et l'immigration illégale, ce qui sont des choses totalement différentes. Alors l'agression de l'Ukraine, c'est effectivement un élément qui pèse lourd sur le contexte européen. D'abord parce qu'il fait peser un risque à tous les pays européens, et c'est pas un risque nul. Enfin, vous pourrez donner votre avis sur le sujet. Ça fait peser donc ça ce risque sur l'Europe, mais ça pose aussi d'autres problèmes. Vous l'avez compris, avec les approvisionnements en énergie, où là, on est obligé de repenser totalement ou quasiment totalement notre manière de nous approvisionner énergie, des fois un peu de manière hypocrite par des chemins détournés au même robinet, mais bon, ben voilà, de toute façon, les peuples réclament de l'énergie pour se chauffer, pour rouler, etc. Et si jamais le carburant vient à monter de quelques centimes où les gens sont dans la rue, donc bon, ben voilà. Et puis, ça pose aussi un autre problème, c'est-à-dire que il faut aider l'Ukraine. On a décidé d'aider l'Ukraine. Ça veut dire qu'une partie de notre économie est détournée au profit d'une économie de guerre, et c'est pas sans conséquence non plus sur nos finances. Bon, après, il y a d'autres éléments qui viennent contextualiser tout ça, ce qui se passe en Hongrie, c'est-à-dire l'attitude d'Orban qui est plutôt pro-russe et qui est pour l'instant suivi par le peuple hongrois, malgré son passé. Ce qui se passe en Moldavie, c'est-à-dire les élections qui ont été partiellement truquées par les Russes. C'est la même chose en Géorgie, mais c'est moins apparu. Et puis, on voit que c'est quand même le candidat pro-russe qui est pourtant pas forcément celui que les Géorgiens souhaiteraient, ils ont quand même voté majoritairement au premier tour pour lui, donc c'est quand même, ça pose question. L'autre contexte, bah, c'est ce qui se passe en mer Baltique, avec des manœuvres russes plus ou moins sympathiques. On a parlé du tuyau Nord Stream, mais on pourrait parler aussi des liaisons fibres optiques qui ont été arrachées par un navire chinois commandé par un capitaine russe, enfin bon, etc. Il y a l'attitude de la Chine qui est pour le moins ambiguë, et puis celle de la Corée du Nord qui est là carrément euh, menaçante, puisqu'ils ont rejoint la Russie dans la lutte contre l'Ukraine.
Autre élément du contexte, bah, les élections américaines. Maintenant, elles sont terminées. On sait que le prochain président, ce sera Donald Trump, à moins qu'il ait une apoplexie d'ici là, mais ça pose des tas de questions parce qu'il est parfaitement imprévisible. Et on le voit bien avec les déclarations qui fusent dans tous les sens, y compris celles de son fils. Euh, Il y a l'économie. L'économie, donc on en a un peu parlé du fait que l'Europe s'est tournée vers une économie de guerre, et donc c'est pas sans poser des questions. Et puis le renchérissement du coût de l'énergie qui pose de sérieux problèmes en Allemagne, et également, eh bien, qui fait que aussi les Chinois, qui n'ont toujours pas de barrière par rapport à nous, tentent de nous investir au niveau des voitures électriques. Alors, dans ce contexte, il y a eu également un coup de gueule contre Viktor Orban, c'est-à-dire que c'est assez inédit aussi le fait que la présidente de la Commission s'en soit pris à un des représentants d'un des 27 pays et de façon assez violente, l'accusant de jouer contre son camp. Il y a l'éclipse de la France, ça fait partie du contexte. Jacques en a parlé. C'est quelque chose qui doit être pris en compte parce que ça veut dire que certaines décisions ne seront pas forcément favorables à notre pays. Et puis, il y a la mise en place de la nouvelle gouvernance qui n'est pas neutre. On en reparlera après. Voilà. Avez-vous des commentaires par rapport à tout ça? J'en aurais, mais je laisse la priorité aux participants. Alors allez-y, hein, vous ne vous privez pas, mais il faut allumer le micro. Par contre, Pierre, non, le micro, ah, il y a un problème de micro. Bon, Tous les Jacques en micros sont attendant. éteints. Comment? Je dis tous les micros sont éteints. Oui, Ceux oui, qui tous les veulent micros. intervenir. Oui, de base, tous les micros sont éteints, oui. Alors, Benoît a ouvert son micro. Benoît, vas-y. Mhm. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Par rapport à la question des élections américaines, les résultats étant ce qu'ils sont, et je dirais n'a pas nécessairement vocation à donner des leçons aux autres pays. Euh, la question est peut-être comment finalement ces événements vont obliger les États européens à se prendre en main, notamment sur les questions de défense, ce sur quoi auparavant ils avaient un petit peu esquivé le sujet. Donc, dans quelle mesure ça peut être une opportunité plutôt que le considérer comme une menace, étant donné les résultats des élections qui se sont déroulées de manière démocratique. Premier point. S'agissant de l'économie, alors sur l'économie, peut-être effectivement ne plus être nécessairement dans une position où il y a eu une époque où on pensait que effectivement l'ouverture généralisée et sans frontières des marchés était effectivement le modèle à privilégier et notamment par rapport aussi à la volonté de maintenir des bonnes relations avec les autres pays et donc d'une autre façon préserver la paix. Se dire qu'effectivement le modèle a changé. Aujourd'hui, il y a des acteurs économiques, des grands groupes mondiaux qui se réorganisent par continent plutôt que d'avoir une économie mondialisée. Donc, ça veut dire que ces grands acteurs mondiaux ont anticipé, en tout cas, ce redécoupage des continents. Et donc, l'Europe doit-elle en tenir compte dans la manière de gérer ses échanges avec les autres pays? Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'histoire des voitures électriques, il y a aussi des sujets d'actualité dont on parle régulièrement, comme les échanges, notamment en matière d'agriculture.
comment considérer effectivement cette agriculture européenne par rapport à effectivement d'autres continents qui n'ont pas nécessairement nos mêmes règles. S'agissant de l'immigration, effectivement, il y a cette question-là qui est posée et qui pose de plus en plus de problèmes d'acceptabilité pour les populations, même dans des pays, on va dire, du Nord, qui, bien qu'ayant des gouvernements, on va dire, plutôt sociodémocrates, libéraux, modérés, etc., ont pris un certain nombre de mesures. Ce qui veut dire que, à leur mesure, peut-être pour éviter certaines montées d'extrémisme, ils ont pris la mesure des choses avant que ça ne, on va dire que ça ne s'empire. Donc ça aussi, c'est une question à poser sur par rapport à cette acceptabilité. Et puis peut-être aussi se poser la question de comment effectivement sur le long terme contrer cette tendance un peu au vieillissement des pays qui composent l'Europe. Après, sur la question, alors c'était Hongrie, Moldavie, non, tout ça, élection américaine. Non, bah c'est bon, j'en ai fini. Merci pour votre écoute. Merci Benoît. Jacques, Oui, alors quelques réflexions. Tout d'abord, en ce qui concerne la progression de la droite dans l'Union européenne, je rappelle que la progression de la droite est une tendance lourde et universelle. Lourde vient de loin, ça fait plusieurs décennies, c'est pas tout récent. Et deuxièmement, ça concerne bien sûr l'Europe, mais aussi les États-Unis, on vient de le voir. Et cette tendance lourde et universelle a fait l'objet d'un déni pendant trop longtemps par les dirigeants, les élites politiques occidentales, avec les conséquences que l'on peut voir aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, ce qui concerne le fédéralisme. Ne faisons pas marche arrière. Quand on aborde le fédéralisme, il faut connaître un petit peu le droit constitutionnel. Il existe bien sûr des confédérations qui ne sont pas des fédérations qui ne sont plus des confédérations, mais en ce qui concerne l'Union européenne, depuis longtemps, Jacques Delors l'avait dit, ce doit être une fédération d'États-nations. C'est donc pas une fédération ni une confédération. C'est un modèle sui generis, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre modèle concurrent. Il est spécifique. Et je pense que cette spécificité, reconnue par Delors, Jacques Chirac, etc., et bien sûr par tous les constitutionnalistes, doit le rester. Et je vous rappelle qu'on avait reçu Gaëtan Ricard-Nioul, il y a une dizaine d'années, dans notre association, qui a conçu un livre justement pour analyser d'une part ce qu'était l'Union européenne et d'autre part ce qu'elle devait devenir. Ce n'est pas une fédération. Voilà. Et en ce qui concerne, si vous voulez, un choix personnel, je pense qu'il faut faire très attention quand on agite la notion de fédération, de fédéralisme. On rassemble à peu près 5% des Français et on en rejette à peu près 95%. Donc, il serait souhaitable que le mouvement européen France ait conscience de cela. Et d'autre part, dans l'Union européenne, vous avez bien sûr une partie fédéraliste, qui concerne par exemple tout le commerce, tout le marché unique. Le marché unique est construit sur une base fédérale, mais il a ses limites, ce marché unique, et dans d'autres domaines, la défense par exemple, on n'est pas du tout dans une situation fédérale, et a priori, très peu de dirigeants dans l'Union européenne souhaitent aller dans cette direction et sacrifier les quelques pouvoirs qui leur restent. Et à la veille d'un élargissement, il faut faire attention au modèle que l'on propose. Il ne faut pas proposer un contre-modèle qui va faire fuir des gens qui n'en veulent pas.
Mais là, Ah, tu vas comment, déflorer le sujet de la suite, Jacques. ah, alors, je m'arrête sur ce sujet. Pierre, Euh, un commentaire? Merci, Jacques. bon, donc Pierre? Ah non, Jacques voulait rajouter quelque chose. Oui, excuse-moi. deux, trois points complémentaires. Les élections aux États-Unis, il faut faire attention quand on analyse les résultats. Trump a été élu, 58% des votes contre euh, Harris. Mais si on regarde le vote des électeurs, et non pas des grands électeurs, 58% c'est les grands électeurs. Si on regarde le vote des électeurs, Trump a 50, quelque chose. La différence entre Trump et sa concurrente, c'est de 0,9%. C'est pas grand-chose. Hein. Alors, c'est aussi un des inconvénients d'une fédération. Euh, Dernier point sur bon, l'économie, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Simplement, on parle de l'éclipse de la France. Je pense qu'il faut faire attention. L'Union européenne vit en ce moment des grandes difficultés dans les deux principales puissances fondatrices, la France, mais aussi l'Allemagne. Ceci ne sera pas sans conséquence sur l'ensemble de l'Union et son avenir dans les 5 prochaines années. Je m'arrête. Merci, Jacques. On continue, on déroule, mais là, rapidement, puisqu'on en a déjà parlé les fois précédentes, Jacques s'est exprimé également sur le sujet. Des gens, enfin des experts, comme Jean Pisani-Ferry, Mario Draghi, Thierry Breton se sont exprimés sur la nécessité de passer, pour le moins, à la vitesse supérieure au niveau de l'Europe, si on veut ne pas être distancé par les autres blocs, que sont les États-Unis, la Chine, dans une moindre mesure l'Inde, etc. Et donc, certains ont parlé de stopper le décrochage de l'Europe, comme Jean Pisani-Ferry. Mario Draghi, qui lui est très pragmatique, dit si on veut rattraper notre retard, parce que retard il y a, eh bien, on a tout intérêt à investir entre 750 et 800 milliards d'euros par an, au moins pendant 10 ans. Où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? C'est une question, hein. Thierry Breton qui rappelle que l'ère de la naïveté s'est terminée, j'aimerais le croire, parce que c'est pas évident que ce soit terminé. Et c'est pourtant vrai que dans beaucoup de sujets, on a été très naïf, notamment sur la mondialisation. Donc voilà. Et puis un dernier, non, oui, un dernier expert, Enrico Letta, l'Espagnol, qui a fait un rapport qui explore les Non, pistes pour italien. réformer le marché unique européen. Parce que nous avons besoin de réformer ou de terminer le marché unique qui n'est pas terminé. Jacques l'avait souligné la fois précédente. Le marché des capitaux est loin d'être clos et d'être européen, ce qui nous a interdit de mobiliser des fortes sommes d'argent au niveau européen, parce que notre système bancaire, il est par pays. Et puis, comment il y a également l'Europe de la défense, ça pose question. L'Europe de la défense qui commence déjà par mettre un peu d'ordre dans notre industrie, puisque je crois, alors j'ai retenu des chiffres qui disent qu'il y a 25 producteurs d'armement aux États-Unis et il y en a 150 en Europe. Donc peut-être qu'on aura besoin de nettoyer un petit peu, puis de regrouper des gens pour prendre un, un aspect un peu plus mondial dans cette industrie-là. Et puis donc des approfondissements du marché unique dans le secteur des télécoms. Et c'est pareil, des opérateurs, il y en a une foultitude en Europe, il y en a 3 aux États-Unis ou 4 aux États-Unis. Nous, on doit avoir une trentaine d'opérateurs. Donc bon bah c'est pas vraiment fait pour la bonne cause. Voilà. Et puis, il rappelle que l'Europe ne doit pas céder son rôle de leader manufacturier à d'autres, mais je crains que pour ça, ce soit un vœu pieux, puisqu'on est déjà très loin de notre leadership à ce niveau-là. Donc voilà, ce qu'ont dit ces trois ou quatre experts.
et on va voir ce qu'en fait Ursula von der Leyen. Alors, Ursula von der Leyen, elle a donc publié sa feuille de route pour 2024-2029, une feuille de route un peu plus détaillée que son discours d'investiture. Mais malgré tout, pour les 100 premiers jours, elle a distingué un certain nombre de choses. Euh, la première chose qu'elle a signalée, qu'elle a mis en évidence, c'est la nécessité de signer l'accord du Mercosur. Mercosur qui est très contesté chez nous et en Pologne. Et bon, les arguments qui sont déployés par les uns et par les autres ne sont pas toujours d'une pertinence absolue, même s'ils doivent être pris en compte. Je vais vous donner un ou deux exemples au passage. Ah, revoici Pierre, tant mieux. Euh, Par exemple, on parle les paysans mettent en avant le fait qu'on va être inondé par la viande bovine d'Amérique du Sud. Or, le marché du Mercosur représente entre 1 et 2% du marché global de la viande en Europe. Donc, certes, c'est important, mais s'il n'y a pas de quoi déstabiliser les marchés, et puis c'est souvent du produit haut de gamme, parce que sinon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour les Américains du Sud. Ensuite, on parle de l'arrivée de ces produits, mais ces produits sont déjà présents et taxés. Ça n'empêche pas la consommation en France. Dans certaines chaînes de restaurants bien connues, eh bien, on consomme déjà du bœuf argentin ou autre. Mais ce sont les Chinois qui ont la prééminence sur la consommation de la viande en provenance d'Amérique du Sud parce que ils ont un gros problème, eux, ils ont la peste porcine qui les a obligés à décimer leurs élevages et donc ils achètent tous les contingents de viande qu'ils peuvent trouver sur le marché. Alors on va parler aussi du soja. Ben, le soja, moi j'ai toujours entendu parler du soja. Si vous allez à Saint-Nazaire, l'usine doit avoir 40 ou 50 ans qui traite le soja qui est en provenance du Brésil. Ça, c'est pas nouveau, donc et ça les arrange bien. D'ailleurs, les agriculteurs n'en parlent pas trop du soja qu'ils donnent à leurs bêtes. De la même façon, les poulets qu'ils achetaient au Brésil et puis qu'ils revendaient à l'Afrique, qui ont complètement détruit les filières ovines, enfin, comment, ces filières de viande en Afrique, ça n'a pas posé de problème aux paysans français. Voilà, donc faut nuancer quand même, d'autant que aujourd'hui les échanges entre la zone Mercosur et la zone européenne, c'est 45 milliards d'euros à destination des pays du Mercosur et 43 millions d'euros, milliards d'euros en provenance du Mercosur. Donc c'est déjà un marché qui globalement est en notre faveur. Alors certes, c'est pas en faveur forcément des paysans. Il y a peut-être d'autres moyens de protéger les paysans que de ficher le bazar comme ça ou de ne pas accepter ce marché. Voilà, c'est une question qui est posée parce que si nous n'allons pas en Amérique du Sud, bah, d'autres blocs comme les USA ou comme la Chine pourraient peut-être y aller à notre place et là, on aurait tout perdu. Voilà, bon, ça c'est donc notre deal. Alors les Français s'y opposent, les Polonais s'y opposent, ils ont raison aussi parce que la manière de produire n'est pas forcément totalement aux normes européennes, mais de toute façon le marché européen dit ce qui va rentrer en Europe devra répondre aux normes européennes, c'est déjà une obligation. Après, est-ce qu'on est capable de le contrôler? Ça c'est une autre affaire. Ensuite, pour ce qui concerne la déforestation, eh bien, cette déforestation, elle concerne essentiellement le Brésil. Elle est déjà en cours depuis longtemps et c'est pas le fait d'importer de la viande argentine qui va résoudre le problème de la déforestation en Argentine, c'est plutôt le problème du soja ou de l'huile de palme. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation du Mercosur auprès des paysans français pour des raisons que j'ai du mal à discerner, mais que peut-être certains d'entre vous maîtrisent mieux que moi. Alors, deuxième aspect
euh, la Commission veut tout faire pour prévenir une guerre commerciale avec les États-Unis. Là, la guerre commerciale avec les États-Unis, ça, je pense qu'on aura du mal à s'en affranchir. J'ai vu que Benoît avait levé la main, mais il va devoir patienter et garder sa question pour tout à l'heure. Alors, un Clean Industrial Deal. Des pans entiers de l'industrie européenne souffrent et se demandent comment se conformer aux objectifs environnementaux de l'UE. C'est vrai qu'ils sont très forts. Eh bien, Ursula von der Leyen se propose de rapidement simplifier les règles de façon à rassurer les industriels sur la trajectoire à opérer, puis ne pas en rajouter. Il y a un livre blanc sur la défense qui est en cours. Le livre a surtout pour objet de regarder comment on peut financer cette défense européenne, c'est-à-dire comment on peut mobiliser des fonds. Et là, on revient au sujet du marché unique des capitaux, qui n'est pas encore une réalité en Europe. Donc, là aussi, il y a des choses à faire. Alors, il faut néanmoins répondre au malaise des agriculteurs européens. Donc, ça fait partie des choses à faire dans les 100 jours. Qu'est-ce que propose Ursula von der Leyen? Pour l'instant, ça reste à discuter. Mais il y a une piste qui est la chaîne de valeur alimentaire, c'est-à-dire que, encore une fois, on regarde entre ce que touche un agriculteur et ce que récolte la chaîne de distribution qui est placée entre le consommateur et l'agriculteur. C'est pas nouveau, mais ça n'a pas fait l'objet de beaucoup de transformations et il y a beaucoup de gens qui se sucrent entre les deux. Alors, dans les 100 jours, une étude sur l'impact de l'élargissement. Donc, comme ça, pris au hasard, l'Ukraine, pays de 44 millions d'habitants et superpuissance agricole, absorberait des fonds gigantesques selon les règles actuelles. Ça veut donc dire qu'avant d'élargir, nous devons revoir un certain nombre des règles de fonctionnement de l'UE, notamment la PAC. Parce que sinon, on risquerait de voir les pays se monter les uns contre les autres, surtout si l'Ukraine, nouvelle arrivée, pompait tous les subsides de l'Europe. Bon, on parle de sécuriser les systèmes de santé. Oui, c'est vrai, il y a eu des tas d'hôpitaux en Europe qui ont été attaqués. La cyberattaque, c'est surtout dû aux Russes. Bah, je pense que ça devrait être fait. Pour moi, c'est pas une urgence, c'est une nécessité absolue qui devrait être prise en compte depuis bien longtemps. Et donc, bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'urgence des 100 jours que de s'attacher à ça. Et puis, euh, après le cruel diagnostic du rapport Draghi, comme elle le dit, il faut favoriser l'accès des startups du secteur de l'intelligence artificielle à des supercalculateurs européens pour avoir des puissances de calcul équivalentes à celles que mettent en œuvre les États-Unis et les Chinois. Mais je pense qu'il faut aussi penser au financement de ces startups parce qu'on a, malgré ce que l'on dit depuis des décennies maintenant, toujours pas la même chance de trouver des capitaux quand on est une start-up. Mon fils en a fait l'expérience, je crois que je l'avais déjà dit. Il est allé 8 jours aux États-Unis pour parler de sa start-up, entre autres, parce qu'il venait pas pour ça. Il a eu 10 propositions de financeurs américains en moins d'une semaine, alors qu'en France, ça faisait déjà 6 mois qu'il cherchait de l'argent. Voilà, donc ça montre un petit peu le déséquilibre qui peut exister entre nous. Et puis, de nouveau, elle parle de rouvrir un certain nombre de textes qui imposent de fortes contraintes administratives aux entreprises. Donc, simplification, simplification, simplification. Ça, c'est les 100 jours. Voilà. Alors, je crois que Benoît voulait faire un commentaire. S'il veut le faire maintenant, qu'il le fasse ou qu'il se taise à jamais. Merci, Monsieur le Président. Oui, par rapport à la question de l'agriculture, dans les éléments exposés, je voudrais juste apporter une petite contribution. C'est concernant le modèle d'agriculture et notamment pour tout ce qui concerne l'élevage, bien avoir conscience qu'aujourd'hui, entre ces pays d'Amérique du Sud et qui finalement ont aussi un modèle proche de celui des États-Unis, on est sur
comment dire, des entreprises qui ont au moins 6 fois la taille d'un éleveur France, notamment. Donc, il faut juste bien voir que derrière tout ceci, il y a aussi la crainte chez une partie des agriculteurs de voir s'importer progressivement un autre modèle d'agriculture. Voilà, c'est tout la contribution que je voulais faire. Merci Benoît. Jacques, tu voulais intervenir? Oui, premier exercice pratique pour dynamiser la réindustrialisation de l'Europe, c'est d'abord éviter la désindustrialisation. Et le secteur automobile va être un exemple d'actualité. Et notamment, l'automobile est très secoué par les décisions proposées par la Commission européenne au cours du mandat précédent d'Ursula, qui avait fait de l'écologie sa priorité. Et quand on va trop loin, trop vite, on provoque des catastrophes. Et nous sommes à la veille d'une catastrophe dans le domaine de l'automobile. Et ce n'est pas les Chinois qui en seraient responsables, ni même les Américains, mais ce seraient les Européens. Alors, est-ce que la Commission va retrouver la sagesse dans les 100 jours qui viennent? On le verra sur le problème de l'automobile. Mais attention, il ne faut pas laisser le pouvoir aux militants. Il vaudrait mieux que le pouvoir, notamment économique, soit entre les mains de responsables. Un responsable, notamment, définit sa stratégie et, l'ayant définie, après les consultations avec les hommes de l'art ou qui sont plongés dans les réalités, il faut s'y tenir. Et c'est un des défis de cette nouvelle Commission européenne. Où sont les plans concernant l'économie? Où sont les plans concernant l'industrialisation? Où sont les plans concernant l'extension du marché unique? Pour l'instant, il n'existe pas. Merci. Deuxième point, l'Ukraine. On a promis un élargissement vis-à-vis de l'Ukraine rapidement, sans examiner les conséquences. Les conséquences en matière d'agriculture, tu viens de les évoquer, mais il y en a d'autres en matière économique, par exemple de reconstruction. Avant la reconstruction, il faut déjà financer la guerre. Et la répartition du pouvoir à l'intérieur de ce qui n'est pas encore une fédération, mais qui pourrait le devenir, va poser problème. Ça veut dire que le centre de gravité politique est en train de se déplacer encore davantage vers l'Est. En ce qui concerne l'Ukraine, il me semble qu'il serait éminemment souhaitable de se pencher sur ce que pourrait être une négociation et la construction d'une sécurité européenne après, disons, la cessation des hostilités. Dernier point sur les startups, eh bien, nous engrangeons aujourd'hui la surréaction européenne par rapport à la crise des subprimes qui a commencé en 2008 aux États-Unis. Les Américains étaient moins loin que nous, mais les Européens ont trop appliqué ce qui était négocié dans le cadre de la BRI, vous savez, la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui en fait inspire la réglementation bancaire internationale. Et nous avons été tellement loin en tant qu'Européens qu'on a complètement détruit le financement des startups qui existaient en Europe et notamment en France, dans le cadre de Natixis. Toutes les équipes de Natixis ont été, disons, priées d'aller planter leurs choux ailleurs, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Bon, et maintenant, il faut réinventer ça et on va être confronté à un problème. C'est très difficile de former techniquement lorsque les générations qui connaissaient le métier ont disparu, parce que nos professeurs de financement de l'innovation ne sont plus là.
il faut retrouver des professeurs, il faut retrouver une expérience, il faut reconstruire des institutions et refaire une expérience de financement. Et pratiquement, lorsqu'on finance de l'innovation, eh bien, pendant 5-6 ans, on enregistre des pertes. Les profits importants n'arrivent que par la suite. Donc, il va y avoir un moment très difficile à survivre, alors que les Américains sont tout à fait opérationnels dès aujourd'hui. Merci Jacques. Pierre, vous vouliez prendre la parole. Oui, merci. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai eu des problèmes de micro et quand j'ai voulu réintégrer, je suis sorti, quand j'ai voulu réintégrer, vous aviez changé De séquence, oui. de séquence et moi je me battais avec la première séquence et je me disais, j'ai un problème. Bon, oui, je voulais dire aussi quand vous parliez d'Orban tout à l'heure, c'est que actuellement Orban est quand même le président en titre pour 6 mois, d'accord, mais de l'Union européenne. Sinon de l'Union, au moins de du Conseil de l'Europe, oui, de Du l'Union Conseil de européenne. l'Europe, hein, qui lui permet d'aller rencontrer Poutine. Euh, bon, enfin, Sans euh, mandat. sans aucun mandat. Euh, Merci. oui, j'avais une autre idée, mais oui, concernant la PAC, et vous parliez tout à l'heure de la centralisation française, le côté jacobin de l'administration française, qui est sa raison d'être, parce que si on lui enlève ça, elle perd beaucoup de sa justification. J'ai vu des reportages où on s'aperçoit que même à l'intérieur de l'Europe, la réglementation alimentaire euh, européenne, française, est plus drastique que la réglementation européenne, en imposant des normes encore plus sévères pour les cultivateurs français qu'elles n'existent déjà en Europe. Il faudrait peut-être revenir à un peu de raison, à savoir raison garder, comme dit le proverbe. Oui. Euh, Alors, vous avez raison sur ce sujet-là, sur ce point particulier, là, pour l'autre aussi, bien sûr. Mais moi, pour avoir discuté avec des agriculteurs, plus précisément des éleveurs, ceux-ci m'expliquaient qu'ils ne voulaient pas moins d'Europe, mais plus d'Europe. Pourquoi? Parce que plus d'Europe pour eux, c'est la garantie d'une concurrence loyale. Bien Alors que sûr, aujourd'hui, ce qu'ils subissent, ils subissent la loi de lobby français, notamment des laitiers, voilà. qui impose des critères de qualité du lait qui font qu'un agriculteur français vend sa tonne de lait entre 400 et 450 euros pour des problèmes de normes bactériologiques, alors qu'un Allemand les vend entre 500 et 550 euros la tonne. Alors vous voyez qu'il y a une sacrée différence, et ça, c'est uniquement dû à des règlements supplémentaires en France. Donc il faut se poser effectivement la question de cela. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire, mais je pense que ça mérite quand même un débat. Voilà. Et c'est pas le seul règlement qui handicape, enfin, on va dire le surrèglement qui handicape les agriculteurs français. Et donc, le problème, il est bien à regarder chez nous et non pas au niveau de l'Europe pour ce sujet de concurrence, entre guillemets, déloyale de nous-mêmes. Alors, on va continuer notre petite exploration de la feuille de route de Ursula von der Leyen. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, Ursula? Elle dit, nos entreprises évoluent dans un monde instable, marqué par une concurrence déloyale accrue, une hausse des prix de l'énergie, des pénuries de compétences et de main-d'œuvre, et des difficultés d'accès au capital dont elles ont besoin. C'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a dit auparavant. Donc, voilà. Le monde est engagé dans une course qui désignera le premier à parvenir à la neutralité climatique et à mettre au point les technologies qui façonnent l'économie mondiale pour les décennies à venir. C'est-à-dire qu'elle ne renie quand même pas le chemin qui est donné par l'Union européenne vers une économie verte, en tout cas décarbonée. Voilà. Et puis, elle ajoute enfin, dans son préambule,
Le prochain rapport de Mario Draghi sur la compétitivité sera aussi une source d'inspiration pour réaliser ce travail. C'est-à-dire qu'elle prend en compte, ou en tout cas elle le dit, les recommandations du rapport de Mario Draghi. Alors je ne vais pas vous faire un résumé là-dedans parce que je crois qu'il fait 400 pages, donc ce sera pour une autre fois. Par contre, on va essayer de reprendre point par point, en essayant de ne pas s'apesantir de trop, les éléments qui sont listés sur le PowerPoint que je vous mets là. Donc, faciliter l'activité des entreprises, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire achever le marché unique dans des secteurs tels que les services, l'énergie, la défense, la finance, les communications électroniques et le numérique. Une nouvelle approche en matière de politique de concurrence plus favorable aux entreprises qui se développent sur les marchés mondiaux. Vous l'aurez compris, un épisode Schneider-Legrand qui voulait s'associer et que Madame Verstappen a empêché, c'est fini. C'est-à-dire que faire d'entreprises européennes des leaders mondiaux, c'est plutôt à l'ordre du jour. Ça serait plutôt une bonne nouvelle. Les 24 millions de PME européennes créent des emplois de qualité ancrés dans les communautés locales. Voilà, bon, ben c'est un. Mais elles sont encore, comme de nombreuses entreprises, confrontées à de nombreuses difficultés. Nous devons faciliter la vie des entreprises et leur permettre d'exercer avec plus de rapidité leur activité en Europe. Donc, c'est faire tomber un certain nombre de barrières administratives, c'est ce qu'on a bien compris. Alors, nous attaquer également à la mosaïque des réglementations nationales qui compliquent l'exercice d'activités commerciales dans différents pays de l'UE. Bon, ben ça, on en parle. Voilà, effectivement, il y a des contradictions dans les réglementations nationales qui faussent la concurrence intra-européenne et donc qui posent problème au développement des PME. Alors, à cette fin, je proposerai un nouveau statut juridique à l'échelle de l'UE pour aider les entreprises innovantes à se développer. Cela prendra la forme d'un 28e régime qui permettra aux entreprises de bénéficier d'un ensemble de règles simplifiées et harmonisées dans certains domaines. Et bon, c'est clair. Alors, impact pour une industrie propre. La crise climatique s'accélère à un rythme soutenu. De plus, il est tout aussi urgent de simultanément décarboner et industrialiser notre économie. Alors, nous préparons ainsi la voie à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de 90% à l'horizon 2040, que nous proposons d'inscrire dans notre loi européenne sur le climat. Donc, elle réaffirme néanmoins cette piste sur les écologies. Je pense que ça, c'est la pression des écologistes allemands, même s'ils ont baissé d'un ton depuis quelques années. Voilà. Alors, on parle de capacité de stockage et des infrastructures de transport pour le CO2. Bon, la vision mondiale pour le climat et l'énergie dans la perspective de la COP30 qui se tiendra au Brésil. Alors, vous voyez, Mercosur, Brésil, vous voyez des choses qui sont en train de se discuter et je pense que ça va faire l'objet des dernières négociations avant la signature du marché du Mercosur, parce que le Brésil pèse quand même lourd dans cette affaire-là. Voilà. Ensuite, le transport ferroviaire transfrontalier reste trop compliqué pour de nombreux citoyens. Ah, ça, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire et manifestement, il suffit de demander aux frontaliers français qui veulent aller travailler en Suisse, en Belgique, en Allemagne ou au Luxembourg pour s'en convaincre. Alors, nous proposerons afin d'améliorer ça, un règlement prévoyant un système unique de réservation et de billetterie numérique. Voilà, vous voyez, c'est des choses très concrètes. Alors, améliorer la circulation et la résilience de notre économie, ça c'est le point 2 de faciliter l'activité dans les entreprises. Acte législatif sur l'économie circulaire qui contribuera à créer une demande de marché pour des matières secondaires
et un marché unique des déchets, notamment pour ce qui concerne les matières premières critiques. Donc là, on est dans le PIEC, etc., hein. Voilà. Et nous devons également redoubler d'efforts pour protéger la sécurité de nos systèmes de santé. Ça, c'est une autre affaire. Alors, stimuler la productivité par la diffusion de technologies numériques. La compétitivité de l'Europe est entravée par sa productivité qui est inférieure à celle de ses concurrents directs à l'échelle mondiale. Ceci s'explique principalement par la diffusion insuffisante des technologies numériques. Nous soutiendrons cet objectif en relevant les défis posés par les plateformes de commerce électronique afin de garantir aux consommateurs et aux entreprises des conditions de concurrence équitables fondées sur des contrôles douaniers, fiscaux et de sécurité efficaces et des normes de durabilité. Vous voyez, donc le numérique va aussi permettre ce genre d'évolution. Grâce à notre règlement sur l'intelligence artificielle, l'Europe joue déjà un rôle de premier plan pour rendre l'IA plus sûre et plus digne de confiance. Alors ça, c'est toujours pareil, ça a toujours deux facettes. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est l'Europe qui a la première réglementé l'usage de l'intelligence artificielle, ce qui est plutôt vertueux en regard avec nos valeurs démocratiques. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est, comme la normalisation, qui est propre dans une industrie émergente à bloquer les initiatives, à bloquer l'innovation plutôt que de la favoriser. Donc, c'est à double tranchant. L'Europe a besoin d'une révolution dans le domaine des données, ben ça c'est clair, puisque aujourd'hui, nous confions toutes nos données à des opérateurs américains, que ce soit Google, Microsoft, Apple, etc. C'est-à-dire que le fait que nous ayons un open data en Europe, ça ne nous sert à pas grand-chose puisqu'on est incapable de l'utiliser ou alors on est obligé de racheter les informations aux Américains alors que c'est nous qui constituons les bases de données. Donc là, il y a réellement quelque chose à faire. Placer la recherche et l'innovation au cœur de notre économie, eh bien, augmentation des dépenses en matière de recherche pour se concentrer davantage sur les priorités stratégiques, sur la recherche fondamentale novatrice et l'innovation de rupture, ainsi que sur l'excellence scientifique. Bon, c'est bien, mais moi, ça me semble comme ça un vœu pieux parce qu'aujourd'hui, si nos chercheurs vont chercher ailleurs, c'est surtout un problème de rémunération et de moyens de recherche. Donc là, il y a effectivement de l'argent à mobiliser pour que les chercheurs cherchent chez nous et trouvent surtout. Voilà. Et puis, afin de faciliter le passage des biotechnologies du laboratoire à l'usine, puis leur mise sur le marché, nous proposerons un nouvel acte législatif européen sur les biotechnologies en 2025. Alors, décupler les investissements. Là, on arrive à un point qui, normalement, intéresse particulièrement Jacques Osler. Ces investissements ne sauraient être financés uniquement par des deniers publics. L'achèvement de l'union des marchés des capitaux pourrait attirer 470 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an. Voilà. Euh, pour ce faire, nous développerons la proposition formulée dans le rapport l'État et proposerons une Union européenne de l'épargne et des investissements. Nous devons également optimiser notre utilisation des marchés publics qui représentent 14% du PIB de l'Union européenne. Un gain d'efficacité de 1% pour les marchés publics pourrait se traduire par une économie annuelle de 20 milliards d'euros. En ce qui concerne le financement et l'investissement public, priorité sera donnée à l'utilisation des ressources disponibles au moyen de Next Generation UE et du budget actuel. Ah oui, puisqu'il n'est pas utilisé complètement. C'est-à-dire qu'on a bien de l'argent, mais on n'a pas suffisamment de projets pour l'immobiliser. Voilà. Et puis ensuite, Ursula von der Leyen proposera un nouveau fonds européen pour la compétitivité dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel.
Le Fonds européen pour la compétitivité soutiendra des projets importants d'intérêt commun, les fameux PIEC, afin que l'Europe puisse utiliser sa force collective pour que les États membres investissent ensemble dans des projets communs ambitieux. C'est déjà le cas, mais ça ne marche pas bien. Hein, il y a le cas de ArcelorMittal qui a mis en sommeil son projet d'aciérie décarbonée. Il y a d'autres exemples comme les usines hydrogène qui, pour l'instant, patinent un peu dans la semoule. Donc, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question politique. Alors, remédier aux pénuries de compétences et de main-d'œuvre. Alors, l'intégration de l'apprentissage tout au long de la vie dans l'éducation et les carrières et le soutien à la formation et aux perspectives de carrière des enseignants seront au cœur de cette démarche. Oui, c'est bien. Plan stratégique pour l'éducation. Dans les STEAM. Alors, STEAM, c'est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Inciter un plus grand nombre de filles et de femmes à se tourner vers des études et des carrières dans les STEAM. Alors ça, pour l'anecdote, ça a fait l'objet hier à Metz, lors des trophées MC6, 6 minutes pour convaincre, de l'attribution d'un prix à une jeune femme d'origine latino-américaine qui proposait justement des cours ludiques pour les jeunes filles pour les amener à considérer la science comme quelque chose d'intéressant, d'accessible, etc., de façon à amener plus de femmes vers les carrières scientifiques. Bon, c'était une anecdote, mais elle a remporté ce prix, et donc ça, c'était très bien. Voilà, ça, c'était le premier pavé, faciliter l'activité des entreprises. Il nous reste 3 minutes pour en discuter avant la prochaine séquence. Qui veut prendre la parole? Jacques? Oui, je pense que la grande révolution à faire, c'est une révolution réaliste. C'est ça qui fait défaut à l'Union européenne et aussi à la France depuis un certain temps. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la réglementation, il y a une surtransposition française de la réglementation européenne. Et cette réglementation européenne est très lourde par rapport à la réglementation américaine. Au cours, je crois, des 6 ou 7 dernières années, les Américains ont pondu 5000 directives, les Européens 13 000, et les Français davantage encore. Bon, il faut arriver à simplifier. En ce qui concerne le Green Deal, l'économie verte, on a été trop loin, trop vite, et sans nécessité. Ce n'est pas la petite Europe qui va rétablir l'équilibre écologique du monde. Il faut qu'on aille dans la bonne direction, qu'on montre l'exemple, mais qu'on arrête nos excès. En ce qui concerne l'harmonisation, par exemple les transports, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de relation TGV entre les grandes villes d'Europe. Il y en a entre Paris et Bordeaux, mais il n'y en a pas entre Paris et Berlin. La seule qui existe, la ligne TGV internationale, c'est Paris, Bruxelles, Amsterdam. Il n'y en a pas ailleurs. Et toujours sur ce plan-là, nos généraux, en regardant ce qui se passe en Ukraine, disent on ne serait pas capable de transporter des chars d'assaut de Paris jusqu'en Ukraine parce que les voies ferrées ne sont pas les mêmes. Alors, il faudrait que les chars descendent aux correspondances pour remonter sur un autre train. Enfin, il y a quand même un petit peu d'ordre stratégique à mettre de ce côté-là. Alors, tout d'abord, c'est pour vous présenter un petit bouquin. Alors, ce livre, c'est Enrico Letta, Des idées nouvelles pour l'Europe. Les 2 tiers du livre, c'est l'enquête qu'il a conduite pendant plus d'1 an pour pondre son rapport. Le dernier tiers du livre, eh bien, c'est le contenu du rapport, d'une façon synthétique. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire ça. Tout à l'heure, une question a été posée sur le financement de la recherche et des budgets recherche. Alors, si on compare en gros,
Les États-Unis ont un budget recherche à peu près entre 2 et 3 fois supérieur à l'Europe. Hein, c'est de l'ordre de 3,50% contre 1,50, disons, en Europe. Je voulais souligner aussi au passage que le financement de la recherche et tous les investissements qui sont à faire, c'est bien sûr une question de volonté politique, mais pas seulement. C'est aussi une question de possibilité économique. Et pour qu'il y ait une possibilité économique, il faudrait que l'on sorte du trou conjoncturel dans lequel l'Europe est en train de s'enfoncer en ce moment, alors que les Américains sont plutôt en phase printanière, notamment avec l'IRA qu'ils ont mis au point pour attirer vers eux les investisseurs européens. Et dernier point aussi sur ce sujet, il faudrait s'interroger sur, d'une part, la mondialisation, enfin, que les anglo-saxons appellent la globalisation, parce qu'elle s'est accompagnée d'une financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que les investisseurs ont recherché beaucoup plus des plus-values financières sur les marchés que des rentabilisations d'investissements dans l'économie réelle. Il faudrait s'interroger là-dessus pour mettre fin à ce biais de comportement. Et d'une façon générale, on a vu la liste de courses, elle est importante, elle est diversifiée. Si on veut arriver à la maîtriser, il faut hiérarchiser les priorités et planifier leur exécution. C'est ce que recommande Mario Draghi. Alors Draghi et l'État, c'est deux Italiens qui sont en train de concevoir la politique européenne de demain. Je m'arrête là. Merci, Jacques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je continue. Donc, le point 2, une ère nouvelle pour la défense et la sécurité européenne. Faire de l'Union européenne de la défense une réalité. Alors, pour mettre ça en perspective, les dépenses combinées de l'UE consacrées à la défense entre 1999 et 2021 ont augmenté de 20%. À la même époque, la Russie a augmenté de près de 300% et la Chine de près de 600%. Nos dépenses à nous sont trop cloisonnées, disparates et pas assez européennes, cela doit changer. Alors effectivement, nous dépensons, je crois, j'ai un chiffre en tête de 320 milliards d'euros pour la défense, sauf que sur ces 320 milliards, 80% sortent de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on achète à l'extérieur de l'UE. 80%. Donc là, il y a effectivement un gros problème. Si on veut faire des économies et faire travailler du monde, ben, il y a déjà un truc trouvé, tout trouvé. Les États membres conserveront toujours la responsabilité de leur propre armée, de la doctrine au déploiement, mais l'Europe peut faire beaucoup pour soutenir et coordonner les efforts visant à renforcer la base industrielle, l'innovation et le marché unique sur le plan de la défense. Alors effectivement, on sait que c'est un totem, aujourd'hui en tout cas, il est difficilement question de dire aux pays souverains que l'armée ne leur appartient plus ou que la gestion de l'armée ne dépend plus. On n'en est pas encore à l'armée européenne, hein, ce qu'il faut bien distinguer d'une défense européenne. Voilà. La seconde tâche consistera à investir davantage dans notre industrie de la défense. Et donc, davantage, c'est déjà mieux. Voilà. Alors, une stratégie de l'Union pour la préparation aux crises. Nous travaillerons à l'élaboration d'une stratégie de l'Union pour la préparation aux crises inspirée du rapport sur la préparation civile et militaire de l'UE que l'ancien président finlandais Sauli Niinistö présentera plus tard dans l'année. Voilà, donc savoir gérer des crises. Bon, Ursula von der Leyen a montré qu'elle savait le faire avec la crise Covid, mais effectivement, gérer une crise, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, et ça, on a peut-être du travail à faire. Moi, je ne suis pas compétent sur le sujet, en tout cas pour l'Europe, mais j'ai eu à gérer la mise en place de gestion de crise, et c'est du boulot. Alors,
Une Europe sûre et mieux sécurisée. La criminalité organisée ne doit pouvoir trouver aucun refuge en Europe, que ce soit hors ligne ou en ligne. Je proposerai une nouvelle stratégie de sécurité intérieure de l'UE. On peut penser à quelque chose comme le FBI. Voilà. Et je pense que ça va s'appuyer. Voilà. Je proposerai de faire d'Europol une agence de police véritablement opérationnelle. Aujourd'hui, Europol joue surtout un rôle de coordination, mais n'a pas de rôle opérationnel. Donc, on peut imaginer que c'est, on va dire, l'émergence d'un bureau fédéral de police. Nous renforcerons le mandat d'arrêt européen. Voilà. Il faut également réfléchir aux domaines dans lesquels le parquet européen aura besoin de pouvoirs accrus. Effectivement, s'il y a une police qui a des pouvoirs accrus, il faut que le parquet européen suive un petit peu cette évolution. Alors, on arrive aux frontières, des frontières communes renforcées. Nous renforcerons Frontex. Alors, je vous rappelle que Frontex, qui devait passer à 2000, était resté à 4000, va passer à 10 000, mais ce que propose Ursula von der Leyen, 30 000. c'est de la porter à 30 000. 30 000 hommes. Alors, c'est bien, mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est pour quelles compétences et pour quel objectif. Je pense que Jacques ne me contredira pas sur le Ah sujet. non, Voilà. Alors, donc la mise en œuvre du pacte en matière de migration, ça sera effectivement l'affirmation de l'utilité, de l'usage et de l'utilité de Frontex. Une stratégie européenne en matière de migration et d'asile pour définir notre vision tournée vers l'avenir et nous adapter aux défis futurs. Bon, c'est un vœu pieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour l'instant, c'est un peu flou. Nous continuerons de développer des relations stratégiques en matière de migration et de sécurité avec les États non membres de l'UE, en particulier les pays d'origine et de transit. Alors là, on arrive déjà un petit peu plus de clarté. Ça veut dire qu'il y a déjà en émergence des accords avec les pays qui nous entourent pour deux raisons. La première, c'est pour servir de hub avant que les gens puissent entrer en Europe. Et la deuxième, c'est effectivement l'amorce de contrats de développement conjoint avec l'Europe, où là, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que ces pays ne sont pas forcément favorables à ce que nous venions mettre le nez chez eux. Alors, nous travaillerons dans des domaines d'intérêt commun, depuis les investissements dans l'éducation, les infrastructures et l'économie, au sens large, jusqu'aux partenariats destinés à attirer les talents en passant par les voies légales d'accès. Alors là, moi j'ai mis un gros point d'interrogation parce que est-ce que ça veut dire qu'on va se servir comme des colonisateurs de la formation qu'on va mettre en place dans ces pays pour fabriquer de la main-d'œuvre pas chère pour nos besoins à nous, ou est-ce qu'on va les aider à se développer? Ça, c'est pour que les gens se sentent bien chez eux et n'aient pas la tentation de venir chez nous. C'est pas très clair, là. Ça peut être interprété de tas de façons. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va éplucher enfin, on va écrémer toutes leurs élites. Nous respecterons toujours les droits de l'homme et nous veillerons à ce que ceux qui ont le droit de rester puissent le faire. Bon, ben ça, c'est les règles qui sont aujourd'hui en cours sur l'asile. Et donc, c'est bien de savoir qu'on va continuer de les appliquer. Nous n'accepterons jamais que les passeurs et les trafiquants d'êtres humains soient ceux qui décident de qui vient en Europe et dans quelles circonstances. Il n'y aura aucune impunité pour les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Ah oui, on l'espère. Voilà. Voilà, ça c'est un nouvel aspect. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet? Jacques? oui, une observation, c'est que tous les Européens ne sont pas d'accord sur cette évolution. L'Italie fait accueillir des migrants par l'Albanie, mais les magistrats italiens sont en train d'interdire cette pratique.
et bien sûr son extension à d'autres pays extérieurs ou d'autres pays européens, puisque apparemment ces magistrats italiens sont soutenus par des magistrats européens. Donc là, il y a un problème face à l'immigration, deux conceptions différentes, celle des magistrats qui ont tendance à imposer leur vision aux politiques, élus par le peuple, alors qu'eux ne le sont pas. Deuxième chose, toujours vis-à-vis des migrants, vous avez deux attitudes différentes entre l'Ouest, très moral, qui aurait tendance à suivre le pape François, et puis l'Europe de l'Est, la Pologne par exemple, puis la Hongrie, qui aurait des visions plus réalistes. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'objectif. Ça ne sert à rien de dire on ne veut pas et de laisser faire. C'est, comme on dirait à un certain moment, une affaire de consentement. Donc, il serait souhaitable d'accepter de voir ces problèmes et d'avoir la volonté politique de les résoudre. Voilà, ce qui nous ramène à que faire des 30 000 personnels de Frontex, si c'est pour secouer les berceaux ou bien interdire l'accès. Leguéry, l'ancien directeur général de Frontex, qui est devenu le troisième sur la liste du Rassemblement national, a des éléments de réponse qui me semblent à prendre en considération. M'arrête. Merci Jacques. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitaient faire un commentaire? Sinon, on poursuit notre développement. Non? Bon. Alors, troisième point, soutenir les personnes et renforcer nos sociétés et notre modèle social. Alors, l'équité sociale dans une économie moderne. C'est pourquoi il est si important que les principes du socle européen des droits sociaux deviennent une réalité dans toute l'Union, dans le respect du modèle social de chaque pays. Alors ça, c'est tout à fait intéressant puisque ça nous ramène à quelque chose qui a été conclu en 2021 et la mise en place du socle européen des droits sociaux. Chose qui était plutôt passée au second plan et que Ursula von der Leyen, qui avait omis dans son discours d'investiture, a ramené dans sa feuille de route. Voilà, et on voit qu'ici, il y a un certain nombre de choses qui sont là. Il y en a certains qui sont déjà dans le tuyau, comme par exemple le salaire minimum propre à chaque pays. Hein. C'est bien ce qu'on dit dans le modèle, dans le respect du modèle social de chaque pays, donc, mais sur une même base de façon à préparer une future convergence. Bon, alors, il y a des choses qui sont plus en droite ligne avec notre démocratie et nos valeurs, comme l'éducation, la formation tout au long de la vie, l'égalité des sexes, l'égalité des chances, le soutien actif à l'emploi. Mais il y en a d'autres qui le sont moins. C'est-à-dire que, comme j'ai eu à le dire, les syndicats français sont venus dans la négociation sur le socle européen des droits sociaux dernièrement, en expliquant que c'était comme en France qu'il fallait faire. Et là, les syndicats allemands, et notamment le patronat allemand, étaient vent debout et ça a stoppé toutes les négociations. Donc il faut aussi qu'on apprenne à discuter de compromis, à accepter que le modèle français ne soit pas le seul modèle à appliquer, parce que sinon on ne va jamais y arriver. Voilà, je vais revenir. Hop, 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 hop. Voilà, ici. Alors, feuille de route, elle présentera donc à cet effet une feuille de route pour les emplois de qualité, définie en accord avec les partenaires sociaux, afin d'assurer aux travailleurs salariés comme aux indépendants l'équité salariale, de bonnes conditions de travail, des formations, une transition professionnelle équitable, notamment en élargissant le champ des négociations collectives. Voilà. Et puis, mise en place de la toute première stratégie européenne de lutte contre la pauvreté. Alors, il n'y a rien de plus. Si, on nous dit quand même, nous devons de toute urgence résoudre la crise du logement à laquelle sont confrontés des millions de familles et de jeunes, donc souvent des gens les moins argentés.
Plateforme mise en place, création avec la Banque européenne d'investissement d'une plateforme pan-européenne d'investissement pour des logements abordables et durables. Un élément central à cet égard sera le déploiement rapide et efficace du Fonds social pour le climat, qui facilitera notamment les rénovations et l'accès à des logements abordables et économes en énergie. Nous nous attaquerons aux disparités régionales et sociales et veillerons à ce que tous les citoyens aient effectivement le droit de rester là où ils se sentent chez eux. Voilà. Alors, ensuite, restaurer l'unité de nos sociétés, soutenir nos jeunes. Je nommerai un commissaire chargé notamment de garantir l'équité intergénérationnelle. Nous renforcerons le programme Erasmus+, notamment son volet de formation professionnelle. Ça ressemble beaucoup à ce qui est mis en place en France avec la formation tout au long de la vie. Je demanderai à tous les commissaires d'organiser leur premier dialogue sur la politique en faveur de la jeunesse dans les 100 premiers jours de leur mandat. Je créerai un comité consultatif des jeunes auprès de la présidence composé de jeunes de tous les États membres qui me conseilleront sur des questions importantes pour les jeunes de leur communauté et agiront en tant que comité de réflexion sur les idées proposées par la Commission. Voilà. C'est donc une avancée importante, intéressante, c'est à regarder avec beaucoup d'attention. Ça se base quand même sur le socle européen qui a été adopté en 2021, donc c'est pas basé sur du sable. Mais par contre, c'est vraiment un point où il faut que les partenaires sociaux, et que ce soit le patronat, les syndicats ouvriers, etc., apprennent à discuter ensemble sans faire des dictates en permanence, parce que sinon on n'avancera jamais. Voilà. Alors, à moins qu'il y ait un commentaire, je continue. Oui, en ce qui concerne les disparités régionales et sociales, je pense que ce n'est pas à l'Union européenne de mettre en place des financements localisés, etc. C'est à chaque pays de se débrouiller. En revanche, il me semble qu'il serait intéressant d'analyser les problèmes communs. Et notamment dans ce domaine-là, nous en avons essentiellement deux. C'est celui qui conduit à la métropolisation. Autrement dit, les élites se retrouvent dans les grandes villes et foutent à la porte, renvoient dans le monde rural tous ceux qui n'en font pas partie. Et deuxièmement, c'est la même chose, mais qui lui appelle ça la France périphérique. On pourrait parler de l'Europe périphérique. Vous avez une modification dans la répartition du territoire entre les différentes populations. Et tout cela, c'est lié à l'économie et plus particulièrement à la désindustrialisation et à la tertiarisation excessive de l'économie. Ça, c'est un problème qui pourrait être européen. Il est commun. Comment s'efforcer de le résoudre? C'est pas simple. Je m'arrêterai là-dessus. Et merci. Benoît a levé la main, donc je lui donne la priorité. Merci, Monsieur le Président. Moi, par rapport au sujet qui vient d'être débattu, 3 remarques. La première, c'est qu'on utilise d'abord le mot équité et ensuite, à un moment, on utilise le mot égalité. Je crois qu'il faut revenir sur ces 2 mots. Ils ne veulent pas dire la même chose et ça veut dire que là, il y a probablement un travail d'explication à faire et derrière des représentations qui ne sont pas les mêmes. Ensuite, s'agissant la question, ça a été évoqué, une équité intergénérationnelle. Alors, c'est un vrai sujet. Si on le prend à l'échelle de la France, aujourd'hui, avec ce que l'on observe notamment en matière de revenus, lorsque l'on compare le revenu moyen et médian du côté des salariés et du côté des retraités, effectivement, la question de l'équité intergénérationnelle mérite d'être posée. Après, pour ce qui concerne des aspects plus de coopération
on va dire, entre les syndicats, les différents représentants de la société civile, que ce soit côté patronat et employeur. Je pense que là, il y a vraiment un sujet à creuser et notamment encore sur cette notion d'équité et de d'égalité. Enfin, tout à fait dans la continuité de ce qui vient de dire Jacques, effectivement, ce clivage de plus en plus fort entre ceux qui sont dans les métropoles et qui sont identifiés comme les gagnants et finalement qui composent les élites, puisqu'il y a plusieurs catégories d'élites, et de l'autre côté, les autres qui sont repoussés soit en périphérie, soit effectivement en secteur rural. Et là, il y a peut-être quelque chose d'un peu contradictoire parce que l'on sait que ces ruralités, puisqu'il y a plusieurs catégories de ruralité, on en aura de plus en plus besoin parce qu'elles vont amener des services justement aux villes et qu'elles sont pourvoyeuses de richesses. Richesse, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'agriculture. Demain, il pourra y avoir aussi du développement en matière d'énergie renouvelable, etc. Donc, c'est un peu paradoxal de voir que ces territoires-là sont porteurs d'avenir. Pourtant, le système tente à repousser ceux auxquels, on va dire, on prête le moins d'avenir dans ces secteurs. Je crois que là, il y a quelque chose à creuser. C'est d'autant plus vrai que c'est là que se trouve la majorité des PME et des grosses entreprises qui sont rarement au cœur des villes. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole ou je continue à déployer la feuille de route? Alors, préserver notre qualité de vie, sécurité alimentaire, eau et nature. Alors, l'agriculture, encore une fois, je lis ce que écrit von der Leyen sur le sujet. L'agriculture se retrouve au cœur de notre mode de vie européen et doit le rester. C'est grâce aux 9 millions d'exploitations agricoles européennes et au secteur agroalimentaire au sens large que l'Europe dispose des aliments les plus sains et de la qualité la plus élevée au monde. Il s'agit d'un atout stratégique signifiant que l'Europe est vitale pour la sécurité alimentaire mondiale. À cet égard, il est essentiel que les agriculteurs disposent d'un revenu équitable et suffisant. Ils ne devraient pas être contraints de vendre systématiquement leurs produits à des prix inférieurs au coût de production. Bon, derrière ça, il y a beaucoup de choses, notamment une planification un peu plus organisée. Il s'agirait aussi de récompenser les agriculteurs qui travaillent en harmonie avec la nature en préservant notre biodiversité et nos écosystèmes naturels et contribuent à décarboner notre économie sur la voie du zéro net à l'horizon 2050. Nous soutiendrons donc la compétitivité de l'ensemble de notre chaîne de valeur alimentaire. Alors, un pacte européen pour les océans mettra l'accent sur le renforcement de l'économie bleue et sur la nécessité d'assurer la bonne gouvernance et la durabilité de nos océans dans toutes leurs dimensions. Adaptation et préparation au changement climatique. Le climat de l'Europe se réchauffant plus vite que la moyenne mondiale, nous devons redoubler d'efforts en matière de résilience et de préparation au changement climatique. Voilà, cela doit aller de pair avec un renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en eau de l'Europe. Donc, voilà. Protéger notre démocratie, défendre nos valeurs. Nous devons redoubler d'efforts pour protéger notre démocratie. C'est pourquoi je proposerai un nouveau bouclier européen de la démocratie. Dans ce cadre, nous nous emploierons à lutter contre la manipulation de l'information et l'ingérence étrangère en ligne. Il serait temps. En nous appuyant sur les exemples de Vichinum en France ou de l'Agence suédoise de défense psychologique. Nous créerons un réseau européen de vérificateurs de faits qui sera disponible dans toutes les langues.
Enfin, nous nous attaquerons également aux hyper-trucages de plus en plus réalistes qui ont influencé les élections dans toute l'Europe. Voilà. Le respect de l'état de droit, ça c'est un petit coucou à Orban. Le respect de l'état de droit est un impératif pour l'octroi de fonds de l'UE. Et donc, il y aura un renforcement du régime général de conditionnalité applicable à tous les fonds de l'UE. Alors, placer les citoyens au cœur de notre démocratie. Il faut à présent que la participation des citoyens devienne une pratique courante dans l'ensemble de l'UE. Voilà, point. Alors, dans cet esprit, nous intensifierons notre dialogue avec les organisations de la société civile. Eh bien, ça tombe bien. Nous, mouvement européen, nous participons à ce sujet-là. Eh bien, je vous annonce que le mouvement européen ayant participé aux élections européennes très activement, s'est vu refuser toute subvention de la part de l'Europe lors des dernières élections. Et je suppose que c'était en ligne avec cette déclaration-là. Voilà, bon, ça c'était une petite pique de ma part. L'Europe dans le monde, user de notre puissance et de nos partenariats. Alors, nous sommes entrés dans une ère de rivalité géostratégique. Je pense que c'est pas maintenant qu'on est entré, mais c'est bien de le prendre en compte. La posture plus agressive et la concurrence économique déloyale de la Chine, son amitié sans limite avec la Russie, ainsi que la dynamique de ses relations avec l'Europe traduisent un passage de la coopération à la concurrence. Nous assistons à une instrumentation belliqueuse de toutes les politiques, de l'énergie au climat en passant par la migration. En conséquence, notre ordre international fondé sur des règles est en train de s'éroder et nos institutions mondiales sont devenues moins efficaces. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, manifestement, il y a quelque chose à faire. Donc, je pense qu'au niveau de la politique étrangère de l'UE, il faudrait vraiment que ça devienne une réalité. Voilà, je n'en dirai pas plus. Une nouvelle politique économique étrangère, refaçonner le multilatéralisme pour le monde d'aujourd'hui. Ça, Jacques en a suffisamment parlé pour s'opposer au, comment, au dialogue bilatéral que prône Trump, par exemple, hein, puisque lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de diviser pour mieux régner. Et donc, il faut que nous, on soit capable de se saisir du multilatéralisme. Et enfin, donc, dernier point, à moins que vous ayez des remarques à faire. Jacques? Et, oui, la mondialisation, enfin plus particulièrement la globalisation économique, est en train d'exploser de nouveau en gros blocs. C'est là qu'il faut faire attention. C'est une sorte de renaissance de la guerre froide. Il y avait deux camps. Maintenant, il pourrait y en avoir trois. L'Occident, Chine, Russie, Iran, et puis le Sud global. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas donner une réalité à ces trois blocs, mais qu'il faut s'efforcer d'établir des relations bilatérales, disons Europe et certains pays, Brésil par exemple, Afrique du Sud, et même aussi en Asie centrale avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc., qui cherchent à avoir de bonnes relations, bien évidemment, avec les proches, la Russie et la Chine, mais qui souhaitent aussi maintenir des relations, voire les développer avec des tiers, de façon à préserver leur indépendance nationale. Donc, en résumé, ne pas accepter de nouveaux blocs, mais essayer d'avoir des relations d'État à État, ou de blocs, disons, politiques, libéraux, avec des États-nations. C'est notamment les BRICS. Les BRICS, c'est pas très uni, il faut en profiter.
Il ne faut pas les traiter de la même façon et faire en sorte qu'ils deviennent plus solidaires demain qu'ils ne l'étaient hier. Ce serait une erreur. Merci Jacques. Quelqu'un d'autre souhaitait intervenir? Non? Bah, nous allons continuer notre intervention, notre déploiement. Alors, 6. Atteindre les objectifs ensemble et préparer notre avenir, notre union pour l'avenir. Un nouveau budget à la hauteur de nos ambitions. Là, je pense que Jacques est très intéressé. Alors, qu'est-ce qui se dit? Le budget européen améliore la qualité de vie et les moyens de subsistance des citoyens, des agriculteurs, des chercheurs, des entreprises et des régions dans l'Europe et au-delà. Nous nous sommes mis d'accord sur le programme SURE afin de contribuer à sauver quelques 40 millions d'emplois dans l'ensemble de l'Union sur Next Generation EU pour investir dans l'économie de l'avenir et sur REPower EU pour contribuer à faire baisser le prix d'énergie et élargir nos approvisionnements à la suite du chantage exercé par Poutine. Il nous faut une nouvelle approche pour un budget renforcé européen. Alors, un budget moderne et renforcé, pardon. Dans cette optique, je proposerai en 2025 un nouveau budget à long terme qui sera plus ciblé en fonction de nos priorités et de nos objectifs, plus simple dans son fonctionnement, avec moins de programmes et un plan pour chaque pays, plus percutant, notamment grâce à un fonds européen pour la compétitivité et à une meilleure utilisation de notre budget afin de mobiliser davantage de financements nationaux, privés et institutionnels. Voilà. Donc, on sent que là, la priorité n'est pas un accroissement du budget de l'UE, mais à une meilleure utilisation du budget existant. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Euh, Oui, oui, Jacques, tu souhaitais intervenir. J'aurais tendance à dire non, parce qu'il y a un problème qui va survenir bientôt. Nous avons emprunté, disons, pas loin de 800 milliards, oui, c'est ça, 800 milliards, et à partir de 2028, on va commencer à rembourser. Donc, tu viens de dire jusqu'à présent, les investissements européens doivent augmenter. Et en plus de l'augmentation des investissements, il va falloir commencer à rembourser ce qu'on a emprunté il y a 2 ans. Donc, le budget de 1% du PIB, c'est pas suffisant. Il va falloir l'augmenter. Et d'autre part, nous avions décidé il y a à peu près 2 ans qu'il faudrait des ressources propres nouvelles pour pouvoir procéder au remboursement de 2028. Et pour l'instant, on n'a pas du tout avancé dans ce domaine-là. Donc là, il y a un problème très sérieux devant nous. Alors, effectivement, comme tu le soulignes, Jacques, moi, mon petit doigt m'a dit que, au niveau européen, on travaillait sur le sujet de la TVA et qu'il y aurait peut-être une ponction sur la TVA européenne pour financer le budget européen supplémentaire. Mais bon, ça n'est que mon petit doigt et lui n'est pas forcément bien informé. Alors, on continue. Donc, un programme ambitieux de réforme pour l'Europe. Il ne nous reste plus que 3 minutes, donc je vais balayer cet aspect-là, puis après nous passerons à la dernière session, la quatrième. Alors, un programme ambitieux de réforme pour l'Europe. Si des réformes étaient nécessaires auparavant, l'élargissement les rend indispensables. Il s'agit notamment de continuer à donner suite aux conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense que nous avons besoin d'une modification des traités là où elle peut améliorer notre union. Je pense qu'elle vise là la règle de l'unanimité qui, effectivement, peut poser problème. Nous présenterons des propositions visant à renforcer la capacité d'action de l'Europe en envisageant de nouveaux formats et processus décisionnels, y compris pour une union élargie. Et ça, elle pense le faire dans les 100 premiers jours. Je me suis engagé à donner au Parlement un rôle plus important en ce qui concerne l'initiative et l'élaboration de la législation. Ça veut dire qu'elle semble prête à œuvrer pour que le Parlement européen ait le droit d'initiative au même titre que la Commission, ce qui est tout à fait intéressant. Je continue de soutenir ce droit d'initiative.
Donc, déjà, pour représenter la nouvelle gouvernance qui a été acceptée par le Parlement européen, alors je ne vais pas réexpliquer ce qu'a déjà expliqué Jacques lors des précédentes présentations, à savoir que Ursula von der Leyen s'est organisée pour qu'il y ait tuilage entre les différentes commissions de façon à être le dernier recours en cas de difficulté ou de décision à prendre. Donc, ça reste vrai. Cette commission représente évidemment la tendance du Parlement européen, c'est-à-dire que, eh bien, il y a une droitisation de cette commission, mais c'est le résultat des élections, c'est démocratique, et donc on ne peut pas, comme ça, vouloir tout et son contraire. Donc, c'est le reflet d'union. Eh bien, il faut que les démocrates les plus démocrates œuvrent pour que l'Europe se recentre un petit peu. Mais sinon, eh bien, il faut faire avec ces gens qui feront avancer les dossiers qui préoccupent les Européens puisqu'ils ont voté dans ce sens-là. Voilà. Et l'Union européenne des citoyens, elle est encore à construire parce que 72% des Européens, je crois je l'avais déjà présenté, ce graphique, disent que l'action de l'Union européenne impacte leur vie quotidienne. Jusqu'à Hongrois, 80%, mais c'est peut-être d'une manière négative de dire les choses. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire que il faut faire en sorte que cet impact soit vu de façon positive et non pas de façon négative. Parce que, je vais redonner un exemple que j'avais déjà donné, quand les agriculteurs protestent contre les conditions qui leur sont faites partout en Europe, en France, on dit, on met en avant le fait qu'il y ait trop de normes, sans préciser que les agriculteurs pensent surtout qu'il y a trop de normes françaises, mais que par ailleurs, les normes européennes les protègent. Eh bien, c'est ça, être positif, c'est-à-dire dire les choses comme elles sont réellement et non pas comme on voudrait les faire dire. Voilà. Et je pense que si on se préoccupait plus de l'impact pour les citoyens au quotidien de ce que l'on fait en Europe, si on en parlait un petit peu plus, plus que l'organisation des commissions, etc., bah peut-être que les citoyens européens se sentiraient plus proches de ce qui se passe en Europe. Et donc, nous, mouvement européen, nous avons ce travail-là à faire, c'est-à-dire rapprocher l'Europe des citoyens. Voilà, moi j'ai terminé. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette ouverture sur la feuille de route européenne, c'est le moment ou jamais. Moi, excusez-moi, Jacques. Ça fait deux remarques. Mon micro marche, j'en profite. J'avais deux remarques. La première, c'est, je vais au-delà de ce que vous disiez, Jacques. Au-delà des remboursements, je pense que ce projet va être l'occasion d'une augmentation du budget, c'est-à-dire qu'il lui faudra du budget là, Madame von der Leyen. Hein, et je me demandais combien de fonctionnaires supplémentaires il faudrait pour gérer tout ça au niveau de l'Europe. Ça me fait un peu peur. Euh, Sans en éliminer en France, hein, je vous rassure. Hein. Deuxième chose, quand vous évoquez sur l'agriculture et la protection, évoquer le passage, l'écologie, tous les aspects écologiques, le climat. Euh, Moi, je vois ce qui s'est passé pour tout ce qui est bio, les cultures bio qui ont été lancées en France, le nombre de personnes qui se sont lancées sur le marché bio et qui euh, sont obligées de faire marche arrière parce que ça revient plus cher et que les gens
n'ont plus forcément les moyens. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une population importante qui achète les produits bio pour que ça soit rentable, et que il y a des difficultés pour beaucoup de personnes de d'acheter bio, et donc pas mal de cultivateurs en reviennent en arrière. Donc là, il y a beaucoup de choses qui m'apparaissent euh, très sympas euh, mis sur le papier, mais j'ai peur que, en plus, face au populisme d'un certain nombre de pays où les partis sont devenus majoritaires ou, euh, comment dire, puissants, hein, euh, j'ai peur que on ait des problèmes. Les 100 jours, c'est une vue de l'esprit. Enfin, pour moi, oui. Mon épouse me dit c'est du pipeau. Euh, je ne vois pas de réalité, euh, enfin, de, de, de choses réalisables, au moins à court terme. Alors, si je peux me Voilà. permettre, oui, si je peux me permettre de reparler un petit peu des normes, de repréciser le sujet des normes. Pourquoi moi je m'insurgeais contre ces journalistes qui parlent des normes sans savoir ou sans vouloir dire de quoi ils retournent? Ça vaut pour tous les sujets. Hein. Oui, oui, ça vaut pour tous les sujets, mais celui-là est important parce que les normes, quelque part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles protègent le consommateur. Dans leur grande majorité, toutes ces normes sont faites pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs. Ça, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire quand on a la garantie qu'un produit fabriqué en Europe ne comporte pas des produits chimiques dangereux, pouvant créer, pouvant apporter le cancer, etc., c'est une protection. Cette protection n'existe pas partout. Il y a bien des endroits dans le monde où on met sur le marché des produits qui sont dangereux pour la santé. Deuxième point, sur le bio. C'est vrai que le bio, c'est un sujet. Le problème, c'est que quand on parle de bio français ou de bio allemand ou de bio espagnol ou de Ça n'a rien à bio, voir. voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'unification sérieuse de la notion de bio en Europe. C'est-à-dire que les Français, c'est souvent le monde paysan, c'est-à-dire sur des petites structures à une dizaine de personnes maximum, alors que si vous allez voir l'agro-industrie bio en Espagne ou ailleurs, eh bien, vous allez tomber sur de très grandes exploitations qui, certes, respectent une partie des critères bio, mais pas tous. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis enfin, concernant le prix et le pouvoir d'achat, il faut bien comprendre que là aussi, il y a bien sûr Artisans du Monde qui nous vend quelques produits bio, mais l'essentiel de la fourniture du bio se fait par la grande distribution. Or, la grande distribution surtaxe les produits bio pour faire des marges énormes, trop excessives, et qui tuent cette industrie du bio qui est encore en devenir, puisque il y a quand même peu de temps qu'on a vu apparaître de façon massive les produits bio dans les magasins. Et puis, effectivement, il y a eu la mise en place de territoires bio massives ces dernières années. Donc, il faut que le marché prenne son temps aussi pour ça. Voilà, c'était une petite correction ou un petit complément d'information. Jacques, Alors, je voudrais réagir à tout ça. Et tout à l'heure, je disais qu'on a besoin d'une révolution réaliste. Ce que vous êtes en train de dire le confirme tout à fait. Les eurocrates, qui sont devenus un peu des dictateurs, ont poussé l'agriculture à surproduire du bio, qui ne trouve pas son marché. Les mêmes eurocrates poussent l'industrie automobile à fabriquer des voitures électriques qui ne trouvent pas leur marché. La production réglementairement doit augmenter, je crois, de 20%, alors que la demande a chuté de 11%.
on va se casser la gueule, on ne peut pas faire autrement. En économie, c'est quand même le marché, la demande solvable qui légitime l'investissement. Ce n'est pas l'eurocratie qui légitime, parce qu'elle ne paye pas l'eurocratie. Donc, on est en train de se planter dans les grandes largeurs en matière de bio et en matière de voitures électriques. Et de la même façon, les eurocrates, la main sur le cœur, ont repoussé le nucléaire, dont on a absolument besoin aujourd'hui pour essayer de trouver une énergie qui soit compatible avec le prix de l'énergie aux États-Unis, je crois entre 3 et 5 fois inférieur à ce que c'est en Europe, et avec le prix de l'énergie aussi en Chine. Et il y a un problème de ce côté-là. En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Union européenne, on pourrait peut-être les augmenter en nombre, pas en rémunération, en nombre parce que il y a autant de fonctionnaires pour gérer 500 millions d'habitants qu'il y en a à Paris pour Madame Hidalgo, pour gérer les 30 km/h sur le périphérique. Donc, on peut quand même, pour répondre à la demande européenne, augmenter un peu. Je pense que l'un des grands dangers des fonctionnaires européens, c'est l'eurocratie, c'est qu'ils deviennent indépendants, y compris par rapport aux commissaires. C'est pour ça qu'il faut des commissaires à la Thierry Breton qui connaissent leur sujet et qui ont la volonté d'imposer à leur administration, eh bien, ce qu'ils ont décidé. Parce que c'est aux politiques de décider, c'est pas aux fonctionnaires, même des eurocrates. Autre sujet, le droit d'initiative du Parlement européen. Moi, je serais très prudent, parce que quand on voit les initiatives que proposent certains parlements qui ne sont pas européens mais plus proches de nous, ça rend prudent. Que le Parlement européen ait des commissions qui étudient les décisions en cours de préparation, c'est très bien, ils sont dans leur rôle. Qu'ils aient l'initiative quand on voit qu'ils s'agenouillent devant Greta Thunberg, non, non, à titre personnel. Et je voudrais terminer finalement en faisant le lien avec ce par quoi tu as commencé, Guy. Alors tout d'abord, ce qui est important, qui ressort peut-être pas assez pour le prochain mandat d'Ursula, c'est la disproportion des investissements réalisés. Hein, 800 milliards par an, c'est ce qu'on a fait à titre exceptionnel pour sortir de la crise et il y a 2-3 ans. C'est complètement différent. C'est un bouleversement extraordinaire sur le plan de la finance. Et bien sûr, du budget. C'est pas avec un budget de 1% qu'on va financer ça, c'est pas possible. Alors, ceci étant, dans les 800 milliards, il y a les financements publics et les financements privés. Bon, il faut les combiner, je ne veux pas entrer là-dedans, mais quand même, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est un changement de dimension extraordinaire. Ce qui ramène à la question que tu posais au départ, le fédéralisme. Personnellement, le fédéralisme généralisé, certainement pas. En tout cas, pas dans le domaine de la défense, pas dans le domaine des affaires étrangères. On verra, pas dans le domaine des mœurs. À la limite, on n'a pas fait l'Europe pour savoir si les homosexuels peuvent se marier. C'est pas pour ça qu'on a fait l'Europe. En revanche, dans le domaine économique, alors là, je serais d'accord pour qu'il y ait une fédéralisation qui s'étende dans le domaine économique pour éviter que certains aient des politiques tout à fait divergentes par rapport à celles qu'on aurait définies en commun à la majorité, et non pas à l'unanimité, mais à la majorité, avec bien sûr une conditionnalité pour les applications. Donc voilà, finalement, le grand enjeu, il est économique et financier, et peut-être qu'une évolution politique serait un moyen de résoudre ceci pour unifier un peu l'Europe et faire en sorte qu'ensemble, on crée les Européens qui n'existent pas encore, en partageant les sujets qu'on a partagés ce soir, mais dans un environnement un peu trop étroit. Il manque quand même pas mal de monde autour de nous. Merci Jacques, ce sera le mot de la fin pour ce